L'Ukraine a transformé le vent en arme. Les défenses aériennes russes, à plusieurs milliards de dollars, sont maintenant complètement paralysées contre quelque chose que les radars ne voient pas, que les missiles ne peuvent pas attraper et que les systèmes de guerre électronique ne peuvent pas perturber. Et voici la partie la plus étrange. Cette arme n'a même pas de moteur. La pire partie pour Moscou, la Russie ne peut pas copier ce système parce que les vents dominants de la région soufflent dans une seule direction, de l'Ukraine vers la Russie. C'est la physique qui a décidé pour eux. En 2024, l'Ukraine a commencé à utiliser des ballons. D'abord pour la reconnaissance et la déception, créant de faux objectifs sur les radars. Puis, à partir de l'automne 2025, tout a changé. L'Ukraine a lancé plus de 1000 ballons remplis d'hélium en territoire russe. Cette fois, les charges utiles se sont diversifiées. Des répéteurs de signal, des équipements de reconnaissance, des bombes et même de petits drones d'attaque. En septembre 2025, lors des grandes attaques de drones contre Moscou et le Tatarstan, les ballons ont été utilisés massivement. Les sources russes ont admis qu'elles avaient vu de nombreux ballons qui avaient trompé leurs radars. Les raffineries, les voies ferrées et les centres logistiques en arrière-plan ont été ciblés. Mais en mai 2026, l'Ukraine a franchi une ligne. Ils ont testé le lancement d'un drone kamikaze Hornet depuis un ballon aérostat. Et les résultats ont dépassé toutes les attentes. Le ballon a décollé un drone Hornet du sol et l'a transporté 42 km avec le vent, sans moteur, sans brûler de carburant, sans toucher à la batterie. Ces 42 km sont entièrement gratuits parce que l'atmosphère fait tout le travail. Le ballon a aussi soulevé le drone à 8 km d'altitude. Cette hauteur crée un deuxième avantage énorme. Quand il est relâché, le drone peut planer une distance significative sans engager son moteur. Un drone lancé depuis le sol dépense ses premiers kilomètres à grimper et brûle sa batterie. Un drone lancé depuis un ballon ne dépense pas cette énergie du tout. Il atteint le point de largage avec 95% de sa batterie intacte, presque chargée à bloc. Le résultat est clair. La portée standard du Hornet est d'environ 150 km. Avec la combinaison de ballons, cette portée s'étend à 300 km. Transport gratuit, altitude gratuite, batterie préservée. 3 avantages distincts qui s'empilent les uns sur les autres. La portée a doublé. Le Hornet est un drone kamikaze à aile fixe fabriqué par la société américaine Perennial Autonomy. Il glisse silencieusement sur des ailes mesurant près de 2 mètres, portant une ogive de 5 kg vers sa cible à environ 100 km/h. Mais ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas la vitesse ou la charge utile. C'est le système de guidage alimenté par l'IA. Quand le brouillage de la guerre électronique coupe le signal, le drone ne s'arrête pas. Il atteint la cible par lui-même en utilisant des contours de terrain préchargés. Les opérateurs russes de guerre électronique le décrivent dans leur propre rapport comme extrêmement dangereux. Quand il coupe le signal, l'IA prend le relais et frappe. Doubler la portée d'une arme déjà capable d'opérer 160 km en profondeur élimine complètement le concept d'une zone sûre derrière le front. Mais ce qui rend ce système vraiment dévastateur, ce n'est pas la technologie, c'est la géographie. Plus précisément, l'atmosphère. L'Ukraine est positionnée aux latitudes moyennes de l'hémisphère nord, entre 45 et 52 degrés. À ces latitudes, l'atmosphère a une règle fondamentale. Les vents dominants soufflent d'ouest en est, et ces vents d'ouest soufflent du territoire ukrainien vers le territoire russe continuellement, de façon permanente et de manière immuable. Quand l'Ukraine relâche un ballon, l'atmosphère le porte vers l'est, vers la Russie. Pas de moteur, pas de carburant, pas d'énergie consommée. La nature elle-même sert de transporteur. Et c'est exactement là que commence le vrai problème de la Russie. Au lieu de souffler de la Russie vers l'Ukraine, le même vent souffle de la Russie plus loin vers l'Est, vers la Sibérie, vers le Kazakhstan. Si la Russie voulait inverser ce système, elle devrait redesigner les dynamiques fondamentales de l'atmosphère. C'est impossible. Un colonel à la retraite, Viktor Kevluk, analyste au Centre des stratégies de défense des forces de défense ukrainiennes, le résume en une phrase.
Les Russes ont aussi des aérostats, mais dans ce domaine, l'atmosphère n'est pas en leur faveur. Maintenant, regardez les chiffres. Le ballon lui-même est fabriqué à partir de latex, de nylon ou de polyéthylène. Tous des matériaux industriels simples, tous sourcés entièrement en Ukraine. Pas de dépendance envers la Chine, pas de goulot d'étranglement à l'importation. Le remplissage d'hélium n'est pas aussi cher qu'on pourrait le penser non plus, parce que les aérostats ne nécessitent pas d'hélium de haute pureté. L'hélium industriel suffit. Le coût unitaire des drones Hornet varie entre 5 000 et 12 000 $ selon la configuration. Quand vous calculez le ballon et le drone ensemble, le système total coûte environ 6 000 $. Le coût opérationnel quotidien des aérostats amarrés, selon l'estimation de Kevluk, est de 15 $. Maintenant, placez ces chiffres à côté des dépenses de défense de la Russie. Un seul missile Pantsir S-1 coûte entre 60 000 et 100 000 $. Un missile S-300 peut atteindre jusqu'à 500 000 $. Le missile 4-8N6 du S-400 dépasse 1 million de $. Et ces missiles sont tirés pour abattre un ballon coûtant quelques centaines de dollars, parfois plusieurs missiles sur le même ballon. Kevluk clarifie l'équation. Cette technologie émerge comme une réponse asymétrique, bon marché et efficace pour la guerre aérienne sans équipage. Mais l'asymétrie des coûts ne se limite pas au prix unitaire. Les coûts indirects sont bien plus dévastateurs. Chaque ballon force la défense aérienne russe à rester active. Les radars constamment allumés, le personnel constamment en alerte, les missiles constamment prêts, la consommation d'électricité, la fatigue du personnel et l'usure des équipements de cet état d'alerte perpétuel coûtent des milliers de fois plus qu'un seul ballon. Et l'Ukraine lance des milliers de ballons. La Russie doit dépenser des ressources pour chacun individuellement. Les mathématiques ne peuvent pas être inversées. De plus, la réponse de la Russie à ce système approfondit le problème plutôt que de le résoudre. Le problème commence par l'altitude. Quand les ballons montent au-dessus de 10 km, le plafond d'altitude des systèmes de courte portée, comme le Pantsir et le Tor, ne peut pas les atteindre. À ce moment, la Russie est forcée d'engager des systèmes de défense aérienne stratégiques comme le S-300 et le S-400, tirant des missiles valant des millions de dollars pour abattre un ballon valant quelques centaines. Ceci seul est déjà une mauvaise équation, mais le vrai problème est plus profond. Parce que certains des ballons sont conçus pour être détectés intentionnellement. Cela semble contradictoire, mais la logique stratégique est très claire. Une source proche des opérations l'affirme ouvertement. Vous voulez être détectés. Ils causent la panique chez les Russes et ils sont très difficiles à abattre à haute altitude, ce qui pousse les Russes à gaspiller leurs défenses aériennes. En d'autres termes, les ballons leurs occupent les radars russes et les batteries de missiles, tandis que les vrais drones d'attaque atteignent silencieusement leurs objectifs par une route différente. Cette situation laisse la Russie face à un dilemme insoluble. Quand un ballon apparaît sur son radar, un commandant est piégé entre deux choix. S'il tire, il dépense un missile valant des millions de dollars sur un ballon valant quelques centaines. Et ce missile n'est plus disponible contre la vraie vague de drones qui arrive par une route différente quelques minutes plus tard. S'il ne tire pas, le ballon pourrait porter une vraie arme. Et quelques heures plus tard, une raffinerie brûle. Quelle que soit la décision qu'il prend, il paie un prix. Moscou a connu l'exemple le plus frappant de ce dilemme. Les ballons s'approchant de la capitale ont causé des fermetures d'aéroports temporaires. Les vols civils ont été suspendus. Le contrôle du trafic aérien a été paralysé. Une source confirme cette réaction. Si vous vous approchez d'une zone sensible comme Moscou, ils ont très peur et tirent sans hésiter. Chaque fois qu'ils tirent, ce que l'Ukraine veut se produit. Un missile coûteux est dépensé, une position radar est exposée, la capacité de défense aérienne s'érode un peu plus. L'effet cumulatif de ce processus peut être appelé la fatigue de la défense aérienne.
Quand les radars restent continuellement actifs, le personnel se fatigue, l'attention inévitablement s'égare et l'équipement s'use beaucoup plus vite que la normale. Quand la vraie vague de drones arrive, une attaque coordonnée de dizaines ou de centaines de drones kamikazes, le système de défense aérienne est déjà épuisé. Les stocks de missiles se sont réduits. Les opérateurs connaissent la fatigue d'alerte. Les temps de réponse se sont allongés. Les ballons bon marché de l'Ukraine pourrissent les défenses chères de la Russie de l'intérieur. Et la Russie n'est pas le premier pays incapable de trouver cette formule. L'armée russe n'est pas la première à essayer de se défendre contre une arme portée par le vent. En 1944, le Japon a lancé plus de 9000 ballons-bombes fugaux dans le jet stream du Pacifique. Objectif, le continent américain. Les ballons ont traversé l'océan Pacifique sur le vent, couvrant 8000 km sans moteur, sans carburant, sans pilote. Les États-Unis ont caché l'existence de cette arme au public. Ils ont imposé la censure parce que la panique elle-même était plus dangereuse que l'arme. Le Japon, grâce à la censure, n'a jamais appris que les ballons avaient atteint les États-Unis. Il a continué et finalement abandonné le programme sans savoir si les attaques avaient fonctionné. 80 ans plus tard, l'Ukraine applique le même principe à un niveau entièrement différent. Le Japon n'avait que des ballons et des explosifs. Pas de ciblage, pas de contrôle. La plupart des ballons sont tombés dans l'océan. L'Ukraine a des drones kamikazes alimentés par l'IA, une modélisation météorologique, une classification de cibles autonomes et un guidage par contour de terrain en temps réel. Le même principe physique, la capacité de transport du vent, mais avec 80 ans d'accumulation technologique en couche. Les États-Unis n'ont pas pu trouver de solution à cette arme en 1944. Ils l'ont supprimée par la censure. La Russie, en 2026, fait face à une version bien plus avancée de la même arme et n'a même pas l'option de la censure. Mais l'avantage de l'Ukraine n'est pas illimité non plus. L'avantage du vent est réel et permanent, mais pas illimité. La contrainte la plus fondamentale du système est le problème du contrôle. Une fois que le ballon est remis au vent, l'opérateur ne peut pas le diriger. Les modèles de météorologie de l'IA peuvent prédire les trajectoires du vent, mais l'atmosphère est un système chaotique et des marges d'erreur significatives sont inévitables sur chaque mission.